Bonjour à tous. Je suis vraiment à chaque fois très étonné de ce succès. J'ai du mal à comprendre ce succès. Je débute depuis quelque temps mes conférences en posant des devinettes au public. Donc il faut que je la change parce que vous devez connaître la précédente. Donc cette fois-ci, la devinette, je suis un peu plus corsé. Le principe, c'est que je veux entendre juste un seul mot comme réponse. Hein. Donc, quelle est la différence ou quel est le point commun, d'ailleurs, c'est ce qui revient au même. Donc, quelle est la différence entre un être humain et un robot? Ou quel est le point commun entre un être humain ou un robot, en un seul mot? La donnée, les données, le cœur, l'information, l'information, Quand même. la vie. Bon, alors je vais vous aider en vous rappelant la devinette que j'avais posée à ma précédente conférence, qui était le lien entre la crise Covid et la crise carbone. Voilà, c'était le pass. Le pass, donc l'identité numérique, ça sert à quoi? Oui, donc maintenant on revient à ma question. Quelle est la différence entre un robot et un être humain? Le libre arbitre. Quand même, le mot principal qui résume toute la... Non mais vos réponses sont tout à fait intéressantes, mais ce n'était pas le mot que j'avais prévu. C'est amusant d'ailleurs qu'ils ne sortent pas. Il est là, moi. Obéissant. Un mot qui résume tout. L'âme. Oui, on pourrait dire. Bon, alors. L'intelligence. L'amour, on l'a dit. Le cœur. Incroyable. Le cœur. Bon, allez, je le dis. La connexion. La connexion, c'est un peu ce qui me caractérise. Je suis un ingénieur en artificiel. Oui, c'est très artificiel finalement d'être ingénieur en intelligence artificielle. Et mon approche de la réalité, mon approche de la physique, c'est une approche cybernétique. Et c'est la connexion qui différencie mon approche de la physique de l'approche des autres physiciens. Donc on est vraiment dans un changement de paradigme où la connexion est le problème principal qui est en jeu, parce que la question qui est posée, c'est allons-nous vers un futur transhumaniste ou allons-nous vers un autre futur beaucoup plus humain? En gros, c'est la trame de mon livre Le grand virage de l'humanité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, allons-nous vers un futur où nous serons artificiellement connectés à notre environnement, ou allons-nous vers un futur où nous allons retrouver nos connexions naturelles avec l'environnement? Artificiellement connectés, donc ça je vais vous en parler. Il se trouve que j'ai la double compétence, j'ai la compétence pour vous parler de cette connexion artificielle, en tant qu'ingénieur en intelligence artificielle qui a développé d'ailleurs des cerveaux visuels pendant 20 ans, pour résumer. Et j'ai aussi la compétence pour vous parler de la connexion naturelle en tant que physicien de la conscience ou de l'information, ce qui revient au même. Et là, je vais essayer aussi de développer cette affaire, sachant que effectivement, vous l'avez prononcé le mot, je suis peut-être le seul physicien français en tout cas qui essaye de réhabiliter l'existence de l'âme. Hein, et donc je vais essayer de parler de ça. Et donc je ne sais pas trop, j'avais prévu un plan, mais je ne vais pas le suivre. Hein. Je n'y arrive pas, je n'ai jamais réussi à suivre des plans de ma vie. Même la première accroche, je l'ai annulée ce matin.
Donc voilà, alors on est vraiment sur cette question-là. Allons-nous devenir un peuple humain qui va tomber dans le piège de la connexion artificielle, ou allons-nous réussir à retrouver, parce que le problème c'est ça, c'est qu'on n'a pas admis sociétalement, et même la science n'a pas admis, la science s'est construite il y a 4 siècles par opposition à la religion, et on a jeté le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire l'âme humaine, l'âme et l'âme en général, et la conscience en général, et on a considéré très vite que la conscience était le produit du cerveau. Et ça devient très suspect aujourd'hui. On se demande si c'est pas un grand complot, hein, effectivement, parce que ça devient très suspect ce qui se passe aujourd'hui, étant donné que pendant des décennies, la science a fait des progrès considérables et où on observe un retour à la spiritualité. Bon, ça, je ne suis pas du tout le seul physicien, par contre, qui en parle, qui en est conscient de ça. Et pourtant, on a fait un progrès considérable qui nous amène à remettre en question une vision matérialiste de la réalité. Puis tout d'un coup, en 2020, patatras, le monde se met à fonctionner comme si tout ça n'avait jamais existé. Et donc, on peut se demander si c'est pas quelque part une espèce de panique d'un ancien futur. Hein, je préfère personnaliser le futur plutôt que de parler de personnes ou d'entités ou de je ne sais quoi qui seraient à l'origine de cette décision qui, pour moi, moi j'ai ressenti ça comme de la panique. Au moment du confinement, ma première intuition a été de considérer le confinement comme un événement très positif, parce que pour la première fois, les politiques étaient capables de s'allier pour prendre une décision qui était a priori très bonne, et en plus, de toute façon, ça dépolluait la planète, ça permettait de faire une pause dans une course à la consommation, et donc ça, c'était très bien. Mais il s'est déroulé juste un mois, et on s'est aperçu que la crise allait être instrumentalisée pour nous conduire vers un futur qui n'avait strictement rien à voir avec ce qu'on pouvait imaginer. Et c'est là que les personnes, on va dire, de bon sens, les personnes ayant conservé une intelligence émotionnelle, se sont rendus compte qu'il y avait de sacrés problèmes, qu'il y avait des choses qui étaient absolument pas, qu'on ne pouvait pas digérer. Hein, par exemple, le fait d'interdire l'usage des médicaments alors qu'il fallait attendre 1 an pour avoir un vaccin, ou enfin des bêtises comme ça. Enfin, vous l'avez vécu, je ne vais pas vous la refaire. Hein. Et donc, et après, de toute façon, ça a été avoué par les politiques, c'est-à-dire qu'on est dans une instrumentalisation mondialiste pour nous emmener vers une grande réinitialisation, essentiellement monétaire. Et j'ai vite compris que le lien entre le virus, en fait, était instrumentalisé pour nous emmener vers un grand reset financier, parce que c'était le seul moyen de comprendre pourquoi est-ce qu'on nous parlait déjà de vaccination obligatoire pour tout le monde, alors que le vaccin n'existait même pas. Et j'ai été bien placé pour savoir, effectivement, il y avait une autre raison rationnelle à la vaccination obligatoire, parce que depuis les années 2010, avait commencé à démarrer ce qu'on appelle le grand marché des objets connectés, mais qui piétinait, qui n'arrivait pas vraiment à démarrer, alors que les technologies des objets connectés existaient depuis très longtemps, et on n'avait pas besoin d'attendre la 5G, mais il y avait un problème relatif aux libertés individuelles, c'est qu'on ne sait pas comment gérer la protection des données lorsqu'on identifie les gens numériquement de manière à justement leur apporter les services à la personne dont le grand marché des objets que le grand marché des objets connectés aurait pu nous apporter. Alors là, je vais m'expliquer bien là-dessus, parce que c'est très important.
c'est de là qu'est venue ma prise de conscience de l'instrumentalisation, qui s'est confirmée d'ailleurs quelques mois après. Donc, pour faire fonctionner ce grand marché, d'abord ça consiste en quoi? Vous connaissez aujourd'hui le GPS, donc qui nous apporte de grands services, et donc on peut même plus s'en passer. Même moi qui ai le sens de l'orientation, qui me vantait presque d'arriver à me retrouver partout dans Paris, fut un temps, etc. Mais j'ai perdu ce sens de l'orientation depuis que j'utilise le GPS, mais il faut avouer que c'est quand même très pratique. Pour venir ici, par exemple, pour aller à l'hôtel. Eh bien, figurez-vous que le grand marché des objets connectés nous aurait apporté ce genre de service puissance 10. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement pour s'orienter, pour savoir où aller, pour trouver l'endroit où on va, mais pour trouver tout un tas d'autres choses qu'on cherche ou même qu'on ne cherche pas. Et ceci partout où on va, que ce soit à notre domicile, c'est la domotique, ou que ce soit dans une ville, ou tout simplement sur les routes, ou peut-être même bientôt dans la nature. Avec les satellites, on peut tout faire. C'est-à-dire qu'on aurait normalement dû aller vers une société où on aurait eu en poche, on aurait eu ceux qui l'auraient choisi, ça aurait été choisi, hein, on aurait choisi ça sciemment, j'aurais été parmi l'un des premiers. Un identifiant numérique qui nous permet d'être détecté par le cloud qui se trouve un peu partout, et sur ce cloud, dès qu'il nous détecte, il fait fonctionner une IA locale qui est reliée à un segment qui possède toutes nos données, y compris nos données bancaires, et qui nous apporte tous les services qu'on aurait autorisés. C'est-à-dire qu'une entreprise vous propose de vous aider à trouver ce que vous cherchez dans une ville, ou elle vous propose de vous aider à vous rappeler que vous pourriez profiter du fait que vous êtes à tel endroit pour faire telle chose, parce que à cet endroit se trouve quelque chose qui vous a intéressé dans le passé. Donc à tout moment, vous auriez pu recevoir un conseil que vous auriez trouvé génial parce que notre cerveau est pas vraiment capable de faire ça, alors que là, on aurait eu une IA qui nous aurait proposé un tas de services extrêmement alléchants, y compris celui de rencontrer automatiquement les personnes qui vous intéressent, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, etc. Parce qu'une IA de ce genre peut très bien... Il y aurait plein d'entreprises qui se seraient développées. Il y aurait des entreprises qui se seraient développées dans les assistants personnels pour faire se rencontrer automatiquement les bonnes personnes, etc. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez le topo, mais ça aurait complètement transformé notre vie. Et normalement, on devait aller vers ça. Parce que c'est trop intéressant et parce que les technologies existent. Bon, la 5G, c'est sûr que c'est beaucoup plus pratique avec la 5G qu'avec la 4G, mais avec la 4G, ça aurait dû marcher déjà. Alors, il y avait effectivement quand même le blocage concernant la difficulté qu'on a à protéger les données personnelles, ne serait-ce que l'identifiant en question d'ailleurs. Et donc ça, je pense que c'est probablement le frein qui a fait que ça ne s'est pas développé, parce qu'il y a des règles juridiques qui empêchent une entreprise de faire n'importe quoi à ce niveau-là. Il y a d'ailleurs des nouvelles règles qui ont interdit d'utiliser les cookies aussi facilement qu'avant. C'est pour ça qu'on est sans arrêt emmerdé maintenant sur le net. Et on est obligé de tout autoriser, sinon on ne s'en sort pas. Donc ça revient au même finalement. Et donc on allait naturellement, je dirais qu'on allait naturellement dans une société où on aurait accepté ces services-là. On ne se serait pas rendu compte qu'on y aurait perdu beaucoup plus que notre sens de l'orientation. On aurait fini par trouver normal d'avoir cet identifiant numérique en poche, et on aurait fini par payer avec. D'accord ? Et après, étant donné que payer avec, il y aurait eu des vols, hein, vous imaginez le truc, ça se serait retrouvé sous notre peau ou à l'intérieur de notre organisme, et on aurait plongé dans le transhumanisme. Et avant ça, avant de plonger dans le transhumanisme, on serait entré dans une société où, comme le prédisait, on ne sait pas trop comment,
comme c'était prévu il y a 2000 ans, dans l'Apocalypse de Saint Jean, où nul ne pourrait acheter ou vendre sans avoir la marque de la bête, n'est-ce pas? Parce que effectivement, garder ce truc-là en poche, on peut se le faire voler, et donc il faut l'avoir marque. Il faut avoir la marque, et d'ailleurs il existe déjà des technologies de marquage à point quantique qui permettent de vous identifier de cette façon-là. Et on n'allait pas parler du quantique il y a 2000 ans, évidemment. Bon. Donc, on allait naturellement vers ça, d'accord? Et alors, la question à se poser, c'est pourquoi ils ont voulu accélérer le mouvement. Voilà. Donc, moi, ce que je pense, ce que j'ai compris, c'est que s'ils ont accéléré le mouvement, c'est parce que on ne pouvait plus attendre, parce que l'effondrement financier qui a eu lieu en 2008 n'a pas été réglé. Vous vous souvenez de l'effondrement de 2008 aux États-Unis, l'association, je ne sais plus, enfin bon, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas été réglé, et il s'en est suivi des planches à billets considérables. Depuis ce temps-là, on a parlé de banques too big to fail, hein, trop grosses pour tomber. On est sorti du système capitaliste, là, clairement, hein. Donc on est rentré dans un système, on va dire, d'une certaine manière communiste, puisque tout l'argent, maintenant, les sommes d'argent qui sont issues de la planche à billets ont dépassé largement, enfin vraiment, à côté de ça, l'argent échangé par l'économie normale, c'est devenu presque peanuts, hein, puisque donc même la Banque européenne a été obligée en 2015 d'adopter cette politique que les Allemands refusaient. Et de toute façon, c'est le monde entier qui fait ça, les Japonais les premiers, etc. C'est-à-dire que pour empêcher les banques de s'effondrer, depuis bientôt, je ne sais pas, 2 décennies, je ne sais pas exactement, hein, je ne suis pas économiste, mais on utilise la planche à billets, et donc il y avait un énorme problème, parce que ça crée quand même des problèmes. Qui a le droit? Parce que c'est quand même quelque chose qui vient, c'est une opération, c'est franchement... bon, évidemment, on n'entend pas parler dans les médias, mais bon, donc vous savez que dans le monde, les banques centrales des grands pays utilisent la planche à billets pour empêcher la monnaie de s'effondrer. Et donc il y avait un plan pour résoudre ce problème-là, qui est d'aboutir à une monnaie mondiale calculée sur un panier de monnaie, etc. Mais ce plan, pour être mis en œuvre, ne peut pas être mis en œuvre s'il n'utilise pas l'identification numérique. Parce que plus vous faites fonctionner la société par en haut, et plus vous avez besoin d'identifier les gens de manière automatique, donc en utilisant le numérique. C'est-à-dire que le projet actuel d'euro numérique, par exemple, c'est un projet qui consiste à remplacer, enfin en tout cas, les banques habituelles, vous continuez de payer avec votre carte bleue, etc. La carte bleue n'est pas un système qui vous trace, hein, même si, a posteriori, on peut arriver à retrouver celui qui... Non, mais ça ne vous trace pas en temps réel. Attention, c'est très important, hein. Là, on est dans la question, on est sur une technologie temps réel. On est sur du numérique temps réel, hein. L'identification numérique détectée sur le cloud et qui vous permet de recevoir un tas de services, ce sont des services en temps réel, hein. Donc c'est un contrôle en temps réel. Vous voulez acheter de la viande, paf, immédiatement on vous dit non, c'est pas possible. On ne vous dit pas, non, 2 jours après, non, vous n'auriez pas dû acheter de la viande. Ça, c'est pas possible. Alors, moi qui suis un spécialiste des systèmes temps réel, le fait d'utiliser une technologie temps réel vous permet d'économiser le traitement d'un nombre considérable de données, parce que vous n'avez pas besoin, en temps différé, de dérouler tout ce qu'un individu a fait pendant une journée, pendant un mois, etc., pour essayer de détecter à quel moment voilà, il aurait dû faire telle chose au lieu de telle autre. Ça, c'est hors de portée de nos systèmes. Ça consomme trop d'énergie, ça consomme trop de temps de calcul. Alors que si vous avez une monnaie contrôlante, par exemple, qui vous permet de détecter en temps réel si une personne a le droit ou pas
de faire tel acte. Là, ça ne consomme pas, ça consomme très peu, c'est tout à fait viable. Et c'est vers ça qu'on va. De toute façon, on va y aller. Hein. La question est de savoir de quelle manière on y va. Est-ce qu'on y va en nous obligeant ou est-ce qu'on y va en respectant notre libre arbitre? Et tout est là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Donc moi, ce que j'ai compris en avril, un mois après le confinement, c'est que il y avait des signes indicateurs du fait que cette politique mondialiste s'était mise en route, d'ailleurs, et le but était de nous amener à porter sur nous en permanence un identifiant numérique qu'on serait obligé de porter, parce que si vous avez 10% de la population qui a le droit d'entrer dans un supermarché et de payer avec autre chose que cette identité numérique, tous les gens vont se dire « Ah mais eux, pourquoi ils sont avantagés ? Ils ont le droit de ne pas être tracés alors que nous, on est tracés. » Ça ne marcherait pas. Si vous voulez imposer un système qui trace les gens, qui les contrôle en temps réel, vous devez obliger les gens à l'avoir, à la limite, peut-être que 1 ou 2%. Disons qu'il aurait fallu marginaliser les gens qui ne l'utilisent pas. D'accord ? Si vous voulez imposer le port d'identifiants numériques, ce qui est absolument indispensable au grand marché des objets connectés, en tout cas pour l'usage concernant la monnaie, hein, parce que s'il existe deux monnaies, une monnaie numérique, cloud, banque centrale, et la monnaie habituelle, très vite les gens vont se rendre compte que s'ils continuent d'utiliser la monnaie habituelle, ils vont devoir faire la queue aux caisses, parce qu'ils vont réduire les caisses qui permettent de faire ça à peanuts, d'accord ? Mais au moins, ils vont rester libres, d'accord ? Donc c'est pour ça qu'il était important de vacciner 100% de la population. Voilà, c'est ma thèse, parce que je ne voyais pas pourquoi les Big Pharma voulaient absolument vacciner 100% de la population, vu que la thèse de la soi-disant... le dogme vaccinal, d'abord, il est faux, et en plus, il ne peut pas fonctionner avec un vaccin qui ne fonctionne pas à 100%. Il n'y a jamais eu les calculs qui auraient pu dire qu'on a entendu ça, mais c'était franchement des bêtises. Hein. Moi, je suis mathématicien aussi, et je peux vous dire que les calculs liés au dogme vaccinal, ils sont tous complètement faux. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. En plus, ça ne tient pas compte de la diversité des gens. On est tous inégaux devant la vaccination. Moi, je ne suis pas contre la vaccination, bien sûr. Hein. Maintenant, j'ai tendance quand même à devenir un peu très, très, très méfiant. Avant, je ne l'étais pas du tout, et j'essayais simplement de comprendre pourquoi est-ce qu'on voulait nous obliger à recevoir toute cette injection. Alors, il y a deux types d'explications. Il y en a une qui fait peur et l'autre qui est très logique. Moi, je vous propose l'explication très logique. C'est juste parce qu'il faut obliger il faut qu'on soit pas loin de 100% de la population à porter sur nous, à être obligé de porter sur nous un identifiant numérique en permanence si on veut passer à la grande réinitialisation. Pour moi, c'est ça la raison. Parce que l'autre raison, ça serait de dire que il y a des intentions, je veux dire, on aurait pu nous prévenir, hein, on veut en fait transformer nos corps comme des espèces comme si on était des machines biologiques qu'il faut envoyer tous les 3 mois ou tous les 6 mois dans des garages. Mais pourquoi faire Alors, ça, c'est vouloir rentrer dans le transhumanisme beaucoup plus vite que la musique. Bon, alors évidemment, les transhumanistes sont des gens qui veulent aboutir à l'immortalité, hein, puisqu'ils croient pas, ils savent pas qu'ils sont déjà immortels. Enfin, d'ailleurs, ils sont probablement... Disons que, voilà, mais vous imaginez bien que tout le monde ne peut pas être immortel. Donc, si on est OK avec l'idée que
la technologie et les progrès de la médecine nous rendront immortels un jour, ben, ça pose un problème au niveau de la population. Donc, en gros, qui aura le droit d'être immortel et qui n'aura pas le droit? Et qu'est-ce qu'on va faire avec ceux qui n'auront pas le droit? Eux, ils vont être plus rapidement mortels, c'est ça? Bon, il y a comme un bug là dans ce truc-là. Et donc, moi, je n'ai pas voulu rentrer dans ces idées-là. Je n'ai pas voulu rentrer dans ces idées que la vaccination obligatoire est liée directement au transhumanisme, c'est-à-dire à vouloir faire en sorte qu'un jour, tout ce qui concerne notre corps soit géré par une intelligence artificielle qui décide si on a le droit de vivre ou pas, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Je n'ai pas voulu rentrer là-dedans. Mais bon, c'est quelque chose qui traîne quand même dans la tête de pas mal de gens qui sont dans cet esprit-là, puisqu'ils sont matérialistes. Et qui dit matérialiste, donc c'est croire dans Darwin, c'est croire dans la compétition, c'est croire dans la sélection naturelle. Donc ça veut dire qu'il y a des plus forts et qu'il y a des plus faibles, et ça veut dire que les plus faibles, il faut les éliminer. D'accord? Donc forcément, ça trotte dans la tête de ces personnes. Donc vous voyez que cette crise a mis en avant le fait que finalement, nous en sommes arrivés à un point où le fait d'être... la question de savoir si on est matérialiste ou si on est spiritualiste, si on croit à l'existence de l'âme ou pas, est devenue absolument cruciale. Parce que si on était dans une société qui admet de manière conséquente l'existence de l'âme, jamais la population n'aurait pu accepter une chose pareille. Si on vivait dans une société qui considère que l'humain a un libre arbitre, jamais on n'aurait pu rentrer dans... Voilà, si ça a été rendu possible, si le fait de dire qu'il est soi-disant non éthique de ne pas vouloir se faire vacciner, si ça a été rendu possible, en plus avec un vaccin qui est expérimental, hein, donc franchement, ça veut dire qu'on se fiche complètement du principe de précaution. Donc il y a quand même un problème. Donc ça implique une confiance aveugle dans les sociétés du médicament, etc. Ça implique d'oublier complètement le principe de précaution. Ça implique... donc c'était complètement incompréhensible. Et donc, voilà pourquoi il fallait chercher d'autres raisons. Et il y avait donc deux grandes raisons. Et donc, moi, je n'ai pas voulu rentrer dans la raison transhumaniste, on va dire. J'ai préféré rentrer, je pense que c'est la plus logique, parce que nous sommes réellement aujourd'hui dans un effondrement financier. Et cet effondrement financier, pour être géré, on ne peut pas les gérer avec les banques actuelles parce que toutes ces banques sont en faillite. Il faut passer à un nouveau système où nous aurons petit à petit tout ce que l'on possède en termes d'argent, en termes de monnaie européenne ou mondiale sur un segment et sur un cloud d'une banque centrale. Et voilà donc, à mon avis, le but essentiel de cette... Alors, je veux pas... Donc vous voyez le lien avec la monnaie, et donc vous voyez très bien, au moins je pense avoir bien expliqué la raison pour laquelle je me suis mis à la monnaie libre. D'accord? Alors peut-être que avant de vous parler de monnaie, je vais peut-être, je regarde un petit peu combien de temps j'ai parlé. Ça va, oui. Développer cette histoire peut-être de l'âme humaine, d'accord? Développer, est-ce que ça... Hein? D'habitude, je cite, pour ne pas rentrer dans des considérations trop techniques, je cite les 10 commandements du matérialisme, c'est-à-dire 10 fausses vérités qui sont pourtant considérées comme scientifiques sur notre réalité, et qui doivent être remises en question du fait que notre conception du temps a complètement changé, du fait que ce qui s'est passé d'essentiel en physique dans les dernières décennies, c'est le renversement complet de notre conception du temps. De ce fait, bon,
je vais vous faire rapidement la liste de ce que je dis d'habitude, parce que tout le monde ne m'a peut-être pas entendu. Et ça, j'ai remarqué que ça, c'est ce qui parle le plus. Hein. Donc, il faut remettre en question l'idée que l'univers serait né d'un Big Bang, que la nature serait sans but et sans finalité, que c'est la causalité qui déterminerait ce qui arrive, que la conscience serait le produit du cerveau, que la réalité serait indépendante de nos états de conscience, que le passé ne pourrait pas être modifié, que l'évolution de la vie serait due à la sélection naturelle ou au hasard des mutations, que nous serions donc des machines biologiques, que la mémoire, les intuitions et les visions viendraient soi-disant de notre cerveau et que tous les phénomènes inexplicables seraient des illusions. Bon, je vais pas développer ça, je vais me centrer sur un point là-dedans qui me paraît être extrêmement important. C'est l'idée que nos états de conscience peuvent jouer sur la réalité. Hein. C'est-à-dire que c'est peut-être la chose qui est la plus difficile à croire. Hein. Donc c'est c'est ça que j'ai envie de développer avant de reparler de la monnaie. Donc l'idée c'est que alors dans la conscience il y a deux aspects. Il y a l'aspect conscience analytique intracérébrale et il y a l'aspect conscience intuitive extracérébrale. Ça, c'est le docteur Charbonnier qui fait cette déclinaison. Moi, je propose 3 niveaux, mais je trouve que c'est bien de simplifier en 2 niveaux parce que ça permet d'être plus clair. L'aspect conscience analytique intracérébrale, elle a besoin du temps. C'est même elle dépend essentiellement du cerveau. On pourrait presque dire qu'elle est créée par le cerveau. Mais c'est pas vrai, c'est juste une conscience qui est complètement incarnée dans l'habitacle d'un système qui est celui de notre cerveau. Donc là, effectivement, la conscience dépend complètement du cerveau. Mais il y a un autre aspect de notre conscience qui est la conscience non locale et qui est la conscience extracérébrale et qui, elle, n'a pas de nature liée au temps. Il n'y a pas de temps pour elle. Elle a une nature essentiellement vibratoire. D'accord ? Elle ne peut pas être analytique, elle ne peut pas penser comme on le pense habituellement. Si elle a une sensation de réalité, de vérité, elle est immédiate, elle est intuitive. Et l'intuition même, c'est quelque chose qui est d'ordre vibratoire. Là, c'est vraiment ma compétence de physicien de l'information qui me permet d'être sûr moi-même de ce que je dis en disant ça, tout en sachant pas trop comment l'expliquer, parce que c'est le résultat d'une expérience. Mais il faut savoir que les physiciens n'ont compris le cerveau qu'à moitié. Enfin, les physiciens, les neuroscientifiques en général, et les physiciens qui doivent d'ailleurs se mêler de cette affaire-là, on ne comprend que la moitié du cerveau. Et en plus, on la comprend mal, parce que la moitié du cerveau c'est, je veux dire, donc, ce qu'on appelle le cerveau droit, non, le cerveau gauche, pardon, qui se trouve aussi à droite d'ailleurs, et inversement, ça c'est une décomposition abusive, hein, cerveau droit, cerveau gauche. Par contre, au niveau des fonctionnalités, c'est vrai. La science ne comprend que la moitié des fonctionnalités du cerveau, qui sont les fonctionnalités analytiques, c'est-à-dire la capacité d'analyser, de trier, de classifier, de répertorier, de sélectionner, de rejeter, de dire que ça c'est correct, pas en vertu d'une sensation de vrai. Ça, il n'y a que l'émotion qui peut apporter la sensation de vrai. Mais en vertu d'une règle, en vertu de règles, la science a toujours besoin de modèles. La science parachute des modèles. Elle admet que les bases de ces modèles fondés sur des dogmes sont vraies. C'est à partir de là qu'elle bâtit ses vérités. Il n'y a pas la moindre émotion ou sensation de vérité en science. Hein. Donc voilà. Et ça, c'est donc la conscience liée à ça, donc s'appelle la conscience analytique. Et on oublie, et ça on connaît bien, et on sait même fabriquer des cerveaux, j'en ai fabriqué moi-même, on sait fabriquer des cerveaux à base de réseaux de neurones pour faire de la reconnaissance visuelle, par exemple, extrêmement performante, qui peut même être plus performante que l'œil humain pour certaines opérations, j'en ai développé moi-même. Et on ne comprend absolument rien sur les capacités synthétiques du cerveau. On ne comprend absolument rien on ne sait rien sur comment fait
le cerveau pour faire émerger un sentiment, une sensation, quelque chose de ressenti à partir d'une information extrêmement complexe. On ne sait pas du tout comment fait le cerveau. Il n'y a pas de modèle mathématique, et d'ailleurs il n'y a pas de modèle mathématique qui permet de comprendre comment fait le cerveau pour faire la synthèse vibratoire qui est nécessaire pour, par exemple, lorsqu'on a l'expérience d'un domaine et qu'on apprend quelque chose, pour se servir de cette expérience, pour savoir comment se positionner par rapport à ça. Et donc ça, la science ne sait pas comment ça fonctionne. Hein. Donc moi, je commence à intuiter seulement, à comprendre comment ça fonctionne, parce que ça fait intervenir une capacité de synthèse que j'arrive à comprendre de manière vibratoire. Parce que, alors je vais essayer de vous le dire, c'est la première fois que j'essaye de l'expliquer en conférence, parce que d'habitude je me refuse, de peur de ne pas être assez clair. Mais en physique et en mathématiques, on sait depuis longtemps transformer un ensemble très complexe d'informations, qui peut être une image, qui peut être une multidimensionnelle, tout ce qu'on veut, en un signal. On sait transformer une information multidimensionnelle comme une image en un signal, d'accord ? Et on sait transformer inversement ce signal en une image ou en information multidimensionnelle. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'ai même développé des méthodes qui permettent de transformer une image, une information multidimensionnelle en un signal. Bon, ça va, j'arrive à être un peu clair là ? Voilà. Et donc, par contre, si vous réduisez l'image, si vous la compressez, vous finissez par ne plus rien comprendre à ce qu'il y a dedans, parce que ça élimine de l'information, etc. Donc, ça n'est plus assez clair, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Tandis que si vous travaillez sur le signal et que vous le compressez, c'est le contraire. Au contraire, le signal devient plus facile à comprendre, parce que quand vous compressez un signal, il y a moins d'informations, mais vous gardez l'essentiel, l'essence vibratoire de cette information. Donc voilà, c'est une façon que j'ai de vous expliquer pourquoi le contenu intuitif d'une information qui est essentiellement d'une information complexe, qui est essentiellement vibratoire, est vachement plus fiable que tout ce que peut faire un cerveau en utilisant son intelligence analytique pour arriver à analyser une information qui est partielle, qui est déformée, etc. Donc durant cette crise, on a eu des décisions soi-disant prises par des conseils scientifiques super experts, etc. Alors j'élimine même la corruption là-dedans. Hein. J'élimine même... Il n'y a même pas besoin qu'il y ait eu de la corruption. Je veux dire, le simple fait d'avoir affaire à une information qui est incomplète, parcellaire, confuse, etc., pour savoir se positionner concernant un virus, le cerveau analytique était en dehors du coup, alors que une personne avec son intuition qui va chercher toutes les informations, etc., finit par se faire une sorte finit par pifométrer l'information d'une manière qui est beaucoup plus fiable que n'importe quel article scientifique qui va se planter systématiquement, d'accord ? Et ça, c'est quelque chose qu'on a complètement sous-estimé, que les gens ont accepté de laisser tomber. Les gens ont accepté de laisser tomber leur pouvoir, leur intelligence émotionnelle. Parce qu'on n'a jamais appris à l'école qu'il existait une intelligence émotionnelle capable de surpasser l'intelligence artificielle, ou en tout cas celle qu'on nous vend, capable de surpasser n'importe qui a un QI de 200, d'accord ? On ne nous a pas appris à l'école qu'on avait une intelligence naturelle d'ordre vibratoire qui est capable d'avoir un accès direct à ce qui est vrai, en fonction simplement d'une synthèse intuitive. Voilà, bon. Et donc voilà, ça c'est l'aspect intelligence émotionnelle dans mon discours. Et je voulais aussi insister sur l'aspect conscience non locale, parce que là, on a toutes les preuves acquises pendant les dernières décennies du fait que la conscience est non locale. Et d'ailleurs, je viens de me souvenir que je vous ai... Oui, non, d'ailleurs, il y a une autre... il y a une autre réponse
mais j'ai pas voulu, à la devinette que je vous ai proposée au début de ma conférence, qui est quelle est la différence entre un robot et un être humain. Donc je vous ai dit la connexion, mais comme ça m'a permis de faire le lien avec tout ce que vous savez, enfin, avec l'intelligence artificielle, etc. Mais en fait, la véritable différence entre un être humain et un robot, c'est le fait que l'être humain, il est connecté à son futur. D'accord ? En fait, on a, par l'intermédiaire de notre conscience non locale, c'est-à-dire que par l'intermédiaire de la partie de notre conscience qui reste partiellement en dehors du cerveau et à laquelle on arrive à accéder et par l'intermédiaire de laquelle on arrive à recevoir des informations intuitives extrêmement précieuses. Il suffit de se mettre dans un état second, d'aller faire une randonnée, de faire la sieste. Moi, tout à l'heure, j'ai tout foutu par terre ce que j'avais l'intention de dire parce que j'ai fait une petite sieste. Et je me suis dit non, voilà, comme si j'avais dit non, il ne faut pas que tu parles de ça, comme si j'avais reçu une instruction, bon, enfin une inspiration. Enfin, voilà. Et cet aspect conscience non locale, aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été très bien étudié. On m'a demandé, je fais partie d'un groupe de réflexion sur le changement de paradigme. Bon, je préfère rester discret là-dessus. Et on m'a demandé de pondre un article sur tout cet aspect. Bon, j'avais l'intention de vous le lire, mais je vais pas le lire, hein, mais je vais peut-être juste m'en inspirer pour... en fait, voilà, bon, je vais y aller à la mémoire. Dans cet article, je dis que on a toutes les preuves que la conscience est non locale. D'abord, en physique, on apprend que la non-localité existe. On apprend que l'espace n'existe pas en tant que tel, hein, qu'il n'existe pas d'espace, et qu'on peut relier deux points de l'univers par de l'information. Simplement, cette information ne peut pas provenir... Alors, il y a quelque chose qui a été mal compris à ce niveau-là, c'est quand même important que je le dise, c'est que la physique interdit la possibilité de transférer une information par intrication d'un point à un autre de l'espace-temps. Hein. Par contre, la physique permet de relier deux points de l'espace-temps dans le sens où s'il y a une information qui détermine ce qui se passe à tel endroit, ça va avoir une action instantanée, fantomatique, dirait Einstein, à l'autre point de l'univers, sur l'autre partie de cette particule, en quelque sorte. C'est-à-dire deux particules peuvent se retrouver liées indéfiniment, éternellement, malgré la distance, tant qu'on n'est pas venu lire dans l'une de ces particules une information qui est quantique. Mais comme elles sont liées, si on lit telle information-là, on va lire l'information complémentaire là-bas. Et donc ça donne l'impression qu'il y a eu un transfert d'informations. Alors la physique interdit ce transfert d'informations entre deux points de l'espace-temps. Mais ce que la physique n'interdit pas, et qu'elle appelle ça du hasard, c'est la possibilité de transférer de l'information, cette fois-ci, de l'extérieur de l'espace-temps à l'intérieur de l'espace-temps. C'est-à-dire que la physique n'interdit pas la transcendance. La physique autorise la transcendance. La physique abonde envers la transcendance. D'accord ? Et donc, quand je dis qu'on peut être connecté à notre futur, c'est en passant par l'extérieur de l'espace-temps. Quand je dis, il existe trois types de connexions dont la réalité a été démontrée scientifiquement. C'est la connexion de la conscience avec le futur, la connexion de la conscience avec avec une information sur un lieu éloigné, donc c'est indépendant du temps, c'est indépendant de l'espace. Par exemple, ça a été étudié par la CIA au cours des années 60-70 dans des expériences où ils ont appris des militaires et d'autres à devenir des sujets doués en matière de vision à distance. Tout ça, ça a été déclassifié quelques décennies après, et ça a été traduit en français il n'y a pas si longtemps que ça.
et on a accès à toutes ces informations. On sait que ces choses-là sont prouvées, et ceci d'autant plus que la vision à distance, ce genre de perception extrasensorielle avait de toute façon été étudié par certains laboratoires dans la même période. On a appelé ça parapsychologie, ok, mais enfin aujourd'hui, les articles qui ont été écrits là-dessus sont tout aussi valables, si ce n'est plus que les meilleurs articles scientifiques. Hein. On respecte vraiment les canons de la science. Et moi, j'ai vérifié expérimentalement, de par mes propres recherches que j'ai faites pour moi-même, parce que je n'aurais pas eu le droit ou il ne m'aurait pas été permis de les publier, parce qu'un physicien ne peut pas publier ce genre de choses. Dans mon laboratoire, ça fait peur. Hein, donc, mais donc j'ai vérifié pour moi-même que la possibilité d'être connecté à son futur est réelle. Bon, évidemment, il faut avoir un modèle. Bon, ça, c'est le modèle que j'ai publié dans la théorie de la double causalité, dont je parle dans tous mes livres. Je ne vais pas vous en parler maintenant. On s'en fait la preuve à soi-même, sans avoir besoin de faire d'expériences scientifiques, par l'intermédiaire du vécu du phénomène de synchronicité. D'accord ? Et voilà, et donc vous avez la possibilité d'expérimenter vous-même ce genre de choses. Et il y a même des écoles maintenant, des écoles de l'intuition, bientôt des écoles de la synchronicité. Bon. Et il y a aussi cette fameuse télépathie, hein, donc des personnes qui sont reliées, c'est-à-dire que nous avons 3 types de connexions au moins qui sont avérées, hein, parce que ces 3 choses-là ont été étudiées scientifiquement. Donc la connexion avec le futur, la connexion avec des lieux éloignés et la connexion avec des personnes et leurs pensées qui sont également éloignées. Et je ne parle pas de notre connexion naturelle avec la nature, avec les plantes, je ne parle pas de tout ça. Et tout ça, c'est la science du futur. Pour moi, c'est la science, c'est ce que j'appelle le futé lumineux. C'est la science va inévitablement, après avoir subi un affront absolument insupportable du fait de la crise. Enfin, la science n'est pas devenue du scientisme du jour au lendemain. Le scientisme a toujours existé. Le scientisme, c'est la science dévoyée dans le matérialisme pour les grandes multinationales. Hein, d'accord ? C'est le scientisme, aujourd'hui, c'est vraiment devenu le prétexte des multinationales pour nous faire absorber n'importe quoi. Donc il faut faire très très attention. Il existe une vraie science qui va continuer, mais simplement elle va devoir, pour se refaire, prendre des distances par rapport à cette catastrophe, hein, parce qu'on a nié complètement la science dans toute cette affaire. Et la science va devoir se refaire. Et comme de toute façon, on était déjà en route pour un changement énorme de paradigme, hein. Moi j'ai des collègues neuroscientifiques au CNRS qui en sont témoins. Il y a un changement énorme de paradigme. Aujourd'hui, on étudie très sérieusement, par exemple, toutes les expériences, les expériences qui impliquent des états de conscience modifiés. Hein. On étudie sérieusement la méditation. On étudie sérieusement dans le chamanisme, là, comment on appelle ça, la transe. On étudie sérieusement la transe, on étudie beaucoup d'états de conscience modifiés, et je ne vous parle pas des expériences de mort imminente et autres sorties de corps qui sont étudiées scientifiquement dans le sens, où là, on se contente de récolter des témoignages. Hein. Et voilà, tant qu'on n'a pas de modèle de la conscience hors du corps, évidemment, on va toujours passer son temps à douter, mais est-ce que c'est vrai que la personne elle est sortie de son corps ? Mais déjà, il est faux. Déjà, la conscience, elle est déjà non locale, même déjà dans notre situation incarnée. Donc l'espace n'existe déjà pas. Donc on ne devrait même pas se poser cette question. La simple sensation de s'être déplacé en dehors de son corps, si on est capable d'en amener la preuve, devrait suffire à nous faire considérer que, oui, on s'est déplacé. Sachant que de toute façon, dans notre espace normal, il n'y a déjà pas vraiment de déplacement, si on veut être puriste, hein, puisque c'est juste une illusion. Ok, l'espace n'existe pas, nous vivons dans une bulle de conscience collective. Bon, là, je fais trop de digressions. Je vais en revenir à la monnaie, parce que je ne sais pas si j'ai été clair. Voilà, j'ai parlé 1 heure. J'espère avoir été clair sur
La raison pour laquelle, finalement, voilà, je vais terminer sur les raisons d'être optimiste. Sur les raisons d'être optimiste. Parce que j'avais l'intention d'en parler. Et donc, les raisons d'être optimiste, j'ai mis en dernier. Donc, les raisons d'être optimiste, c'est d'abord l'échec du pass. Alors, le pass carbone, si le pass vaccinal avait fonctionné, il aurait eu beaucoup plus de facilité à s'imposer. D'accord ? Mais là, on voit bien que le pass carbone va être le successeur d'un pass vaccinal mort. Donc on voit mal comment ils vont réussir à nous imposer ce machin-là, d'autant plus que on peut largement remettre en question cette histoire de carbone. Hein. Ok, moi je veux bien que... Bon, je ne veux pas parler de ça. Hein. Bon, j'ai des collègues qui se sont fait largement taper dessus pour avoir dit... donc l'échec du Great Reset, et ça on le voit à travers le fait que maintenant la guerre en Ukraine, elle a clairement mis les choses au clair, quoi. Nous ne vivons plus dans un monde qui a visé unipolaire. Aujourd'hui, même Klaus Schwab, le président du Forum économique mondial, est obligé d'adapter son discours avec un monde, c'est-à-dire qu'on va vers un monde multipolaire. C'est-à-dire que la scission qui a eu lieu... Alors moi, cette scission qui a eu lieu entre les mondialistes de l'Ouest et les mondialistes de l'Est, puisque avant ils étaient tous unis, puisque le projet globaliste d'aller vers la monnaie numérique mondiale, c'est un projet qui a été accepté par les Russes, les Chinois, par tout le monde. Tout le monde l'acceptait. Parce qu'ils sont tous matérialistes d'ailleurs, donc tous nos... Et donc il y a eu une scission qui a foutu le bordel, donc ils ne vont pas se mettre en accord sur la monnaie. Et donc ça remet en question même en plus jusqu'à un modèle de société qui serait issu de ça. Parce que du coup il va y avoir concurrence entre différents modèles de société. Donc c'est une bonne nouvelle qu'il y ait eu cette guerre. Alors pardon pour les morts, mais bon, faut aussi se demander d'où ça vient. C'est quoi? C'est les Russes qui ont fait la guerre? C'est l'OTAN? Bon, voilà. Bon, mais c'est une bonne nouvelle parce qu'on ne peut plus aller vers une société, on ne peut plus aller vers un monde multipolaire. Et on a créé au passage un épouvantail du transhumanisme. On avait d'ailleurs créé, avec l'échec du pass, un épouvantail du numérique. Moi, je suis bien emmerdé. Avec Romain, on va vous parler de Synapse. On est pour la monnaie numérique et on propose, avec des billets, d'accord, mais parce qu'on essaie de s'adapter aux gens qui ont peur du numérique maintenant. Bon, cette peur du numérique, elle est bien parce qu'elle va nous permettre d'aller beaucoup moins vite vers cette société qu'on ne veut pas, mais c'est emmerdant parce qu'on a quand même besoin du numérique pour faire de bonnes choses, pour évoluer. On ne va pas devenir des Amish, comme dirait... mais c'est une bonne nouvelle quand même. L'épouvantail du numérique est une bonne nouvelle qui a été créée par les excès, donc l'échec de cette géopolitique du Covid. L'épouvantail du transhumanisme qui a été créé par les échecs de la vaccination obligatoire et ses effets secondaires. Voilà, donc on va vers plutôt la réhabilitation du système immunitaire et l'échec des mesures, l'échec des mesures qui a fait un affront à la science, qui a fait cet affront dont je vous parlais, va nous permettre d'aller vers la revalorisation de l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que ce qu'on avait oublié, on avait oublié que l'intelligence de l'humain était parfaitement capable de savoir quoi faire en face de circonstances exceptionnelles. L'histoire des soignants suspendus, et on est le dernier pays qui a toujours pas réintégré les soignants. Ça va faire que la France va aller plus vite que les autres vers la médecine holistique. Il va y avoir forcément tous ces effets rebonds. Et donc, boomerang vers la médecine holistique, c'est une bonne nouvelle. La décrédibilisation de l'Occident va signer la fin du matérialisme. Et c'est une bonne nouvelle. Et l'effondrement financier, donc économique, etc., va nous appauvrir tous. Et c'est une très bonne nouvelle parce que
c'est favorable à la résilience, c'est favorable à la déconsommation, c'est favorable à un nouveau modèle de société où, ok, on va devenir transitoirement pauvre, enfin, on va devenir pauvre, certains vont devenir plus pauvres que d'autres, mais on va réapprendre à retrouver l'humain, ce qu'il y a de meilleur en nous-mêmes. Parce que cette société de consommation nous avait totalement coupé de ce qu'il y a de plus humain chez nous, nous avait coupé. Et c'est pour ça que donc ça introduit bien la mise en lien que l'on propose donc de faire avec Romain. Donc on est tous les deux. Bon, moi je suis un peu l'initiateur, le concepteur de Synapse, et Romain est devenu un concepteur aussi, mais c'est lui essentiellement le développeur. On développe cet outil à deux, et c'est un outil avant tout de mise en lien. Donc l'outil dont il va vous parler tout à l'heure, je vais vous en parler quand même un petit peu. Où il est, Romain? Vous l'attendez, ok. Donc c'est un outil de mise en lien qui a pour but de rapprocher localement des personnes qui sont dans le même esprit, qui partagent cette vision de l'humain, plus humain, cette vision de la liberté. C'est un petit peu aussi toutes ces personnes qui ont souhaité se rassembler contre les mesures excessivement qui sont... On est pour le fait qu'on essaye de protéger, bien sûr, mais on a compris, on a utilisé notre intelligence émotionnelle, et on a compris qu'attention, là, ça allait pas. Et donc, voilà, donc toutes les personnes qui n'ont pas gobé le narratif concernant voilà, éprouvent le besoin de se réunir aujourd'hui et de réapprendre à vivre ensemble d'une autre manière que celle qui nous est proposée, que celle qui nous est imposée par nos autorités qui sont devenues incompétentes. Et d'ailleurs, je vais résumer au passage ma vision de la politique, c'est les marionnettes font que des bêtises parce que les marionnettistes sont en panique. Donc voilà, c'est comme ça que je vois la politique aujourd'hui. Je pense que c'est... il faut pas... Je suis pas d'accord avec... même si j'admets que les complots existent et qu'il y en a certainement eu en la matière, je pense qu'on a plus affaire à non pas un plan que soi-disant ils auraient tout prévu et qui marche soi-disant excellemment. Non, on a affaire à une véritable réaction de panique de la part des marionnettistes, raison pour laquelle les marionnettes font n'importe quoi. Et donc c'est à nous de nous ruer dans cette brèche et de surtout pas chercher à lutter contre eux, de surtout pas chercher à lutter contre ces mesures. Il faut à nous de sortir de la sidération et de construire le nouveau futur que l'on souhaite vouloir, que l'on appelle de nos voeux. Et donc pour ça, nous avons avec Romain élaboré cet outil qui s'appelle Synapse et qui est essentiellement un outil de mise en lien, c'est-à-dire que vous allez trouver... lorsque vous allez entrer sur cet outil, vous allez avoir la liste des membres par ordre de distance avec votre domicile, et vous allez d'abord signer une charte qui vous engage normalement à vous rencontrer et à l'occasion de G-Marché ou à l'occasion de tout un tas d'autres événements qui peuvent se présenter. Et ce n'est que dans un second temps, et vous engagez aussi à vous donner des coups de main, puisque en fait Synapse, c'est essentiellement un outil d'entraide où la monnaie n'est pas obligatoire. On peut très bien adopter un système de dons, on peut très bien adopter même pourquoi pas des monnaies locales, il n'y a aucun problème. Simplement, nous avons quand même introduit dans Synapse la possibilité de faire des échanges en monnaie libre. Nous avons introduit un système qui permet d'ailleurs même de soulager le système de la monnaie libre qui s'appelle d'unitaire, qui rame parce qu'il a besoin de passer à une version 2.0 beaucoup plus rapide, mais qui ne sera peut-être pas accessible avant 1 ou 2 ans. Et d'unitaire ne permet pas aujourd'hui de fabriquer des billets de manière fiable, en tout cas pas à l'échelle nationale, enfin, c'est un peu compliqué. Et donc avec Synapse, donc, vous avez la possibilité de transférer vos junes sur votre compte personnel en Cesium, sur un compte
qui est collectif, mais qui est toujours un compte en June, qui est toujours sur Cesium, mais ce compte est relié, votre argent, vous en restez le détenteur, parce qu'à l'intérieur de Synapse, vous avez un compte qui correspond à votre part dans ce grand compte synapsien, qui contient que des Junes. Et là, vous pouvez faire des échanges instantanés, et vous pouvez faire des échanges en billets, et petit à petit, on implémente de nouvelles fonctionnalités intéressantes là-dedans. Il y a tout un... Bon, mais je pense que Romain va vous en parler mieux que moi. Hein. Tu es prêt, là? J'ai pris sur ton temps. Hein. Voilà, donc je pense... je vous remercie. Je pense que...